à vous pour cet accueil et pour cette occasion de discuter un peu avec vous sur ces différentes problématiques. Alors effectivement, comme Madame Rio vient de vous l'indiquer, je suis chercheur en sciences politiques, donc je vais plutôt vous parler de politique publique, qui est mon objet. Je dirige un laboratoire qui s'appelle le LEST, le laboratoire d'économie et de sociologie du travail, qui est à Aix-en-Provence, qui compte une centaine de chercheurs et dont l'objet de recherche est le travail, l'emploi, la formation professionnelle, un peu l'orientation et un peu le décrochage scolaire de manière plus récente. C'est un laboratoire interdisciplinaire, il y a 7 disciplines qui sont représentées dans ce laboratoire, donc on travaille tous sur des objets proches, mais à partir de regards disciplinaires qui vont de l'économie, la sociologie, la science politique, le droit, la géographie, les sciences de gestion, les sciences du langage, voilà, sur question de travail. Et c'est un laboratoire qui travaille aussi beaucoup à la fois en perspective comparative, internationale, et qui a d'ailleurs développé, qui est connu pour avoir développé une méthode qui s'appelle l'analyse sociétale, qui est une méthode de comparaison internationale. Et c'est aussi un laboratoire qui croit dans les dynamiques collectives et qui croit dans le fait de travailler ensemble et qu'on est plus intelligent à plusieurs. Et du coup, j'en profite pour faire une petite page de pub. On vient de sortir un ouvrage collectif justement sur la question du travail et sur la flexicurité. Est-ce que la France s'oriente vers une flexicurité à la française? Donc on a mis cette question en débat autour des ordonnances Macron il y a un peu plus d'1 an de ça. Voilà, et puis par ailleurs, je participe au comité scientifique d'évaluation du plan d'investissement sur les compétences dont on vient de parler au niveau national, mais qui est intéressant parce qu'on y voit des choses. D'abord, on voit les projets qui sont portés sur les territoires, et puis on voit surtout comment on pense à les évaluer, et je vous en dirai un mot tout à l'heure, c'est quelque chose, aujourd'hui, il y a des enjeux un peu lourds. Donc effectivement, je n'ai pas véritablement préparé une présentation pénible, académique, etc. Mais partie de ces 3 questions que Nadine Morillo m'a transmises, autour de la prise en compte des territoires de manière un peu chronologique, de manière un peu historique, juste histoire de dire que les questions que l'on se pose, les questions sur lesquelles vous avancez, sont des questions qu'on se pose depuis un moment et sur lesquelles il y a déjà eu pas mal de travail de fait. J'en profite pour dire que je trouve avant d'en venir à la question du regard que je peux porter de loin et sans vraiment connaître les réalités de terrain sur la démarche ligérienne, vous dire que je trouve que les présentations qui ont été faites ce matin par le Conseil régional et la directe du SREFOP sont très encourageantes au sens où j'ai le sentiment qu'un secteur d'action publique est en train de se constituer. Et que les questions d'emploi, alors l'emploi, mais plutôt le travail en fait, est un secteur d'emploi, un secteur d'action publique constitué avec une administration, avec un ministère, avec des lois, avec des modes de régulation. C'était beaucoup moins vrai sur la question de la formation professionnelle et de l'orientation, notamment l'orientation étant généralement rattachée à la formation professionnelle, elle-même rattachée au développement économique, donc on était un peu dans des sous-secteurs de sous-secteurs. Et là, on a vraiment l'impression que se construit un secteur d'action publique et qui a cette particularité d'être à la fois partenariale et territoriale, ce qui juste ici n'était quand même pas le cas dans les politiques publiques françaises. Donc je tenais à souligner ça, je trouve ça extrêmement intéressant. J'ai un PowerPoint, pardon, normalement. Donc ça, c'est les 3 questions à partir desquelles j'ai essayé de construire un peu cette intervention. Et on va commencer par la première, cette histoire de la prise en compte des territoires dans le champ de l'emploi, de la formation et de l'orientation. Pour vous dire que c'est important, cette dimension territoriale, à 3 niveaux, parce que d'une part, ça permet d'adapter l'action publique. D'autre part, ça permet de prendre en considération la question de la proximité, qui est une question sur laquelle les économistes notamment ont beaucoup réfléchi. Il y a tout un courant de pensée sur les économistes autour de la proximité. Et puis aussi de répondre aux recommandations européennes, parce que depuis très longtemps, l'Union européenne insiste fortement pour que l'action publique en matière d'emploi, de formation et d'orientation ait une dimension territoriale. Et tout de suite derrière, je pense qu'il faut distinguer 2 choses, qui sont d'une part la question des politiques territoriales et d'autre part la question des politiques territorialisées.
Les politiques territoriales étant des politiques construites depuis les territoires, qui peuvent être soit strictement horizontales, limitées au territoire sur lequel elles se développent, soit ascendantes, au sens où on va prendre une expérimentation locale et en faire un dispositif national. Les politiques territorialisées, elles, sont des politiques dont la mise en œuvre, qui sont décidées, construites au centre, donc au niveau national, puis ensuite déclinées sur les territoires, mises en œuvre sur les territoires. Donc je pense que c'est important de garder en tête cette différence parce qu'elle est assez constitutive. Deuxième chose, il me semble que dans le champ de l'emploi en particulier, la territorialisation est fortement liée à des cycles économiques, qui a un véritable... comment je pourrais vous dire ça? En fait, pour tout vous dire, il y a quelques années de ça, un peu plus d'une dizaine d'années, la DARES, l'organisme d'études du ministère du Travail, nous a demandé de faire un travail de généalogie de la prise en compte des territoires dans la politique de l'emploi. Et nous, on était partis avec cette hypothèse en tête, en se disant, bah, en fait, quand est-ce qu'on se tourne vers les territoires? C'est quand on est un peu à court de solutions, que la situation est vraiment dégradée, et donc on va chercher des solutions, parce qu'on se rend compte que les outils qu'on a, les instruments classiques de la politique de l'emploi, ne fonctionnent pas. Et en fait, ce qui a été très surprenant pour nous dans ce travail, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est qu'en fait, en période d'infléchissement du chômage, en période de croissance économique, on donne de la marge de manœuvre au territoire, et que par contre, quand la situation économique se tend, notamment sur le champ du chômage, là on avait une tendance assez forte à la recentralisation des politiques et à une moindre prise en compte des dynamiques territoriales. Et donc c'est un peu pour vous illustrer ce phénomène-là que, si vous voulez bien, je vais reprendre rapidement la territorialisation des politiques de l'emploi depuis le début des années 80 jusqu'à nos jours. Alors clairement, si on se replace au début des années 80, la priorité c'est les reconversions. Les reconversions industrielles, la question des territoires, elle est construite à partir de la question des reconversions des bassins industriels en grande difficulté au début des années 80. C'est à cette époque qu'on va créer les premiers comités locaux de l'emploi. Donc cette idée-là d'avoir des comités qui travaillent au niveau local sur les questions d'emploi, elle n'est pas récente, elle date du début des années 80. Et dès 1982, il y a une circulaire du ministère du Travail qui souligne la nécessité d'organiser la concertation avec les partenaires sociaux et avec les élus locaux. Donc cette idée de construire un partenariat large impliquant les acteurs économiques au niveau des bassins d'emploi et les acteurs politiques, elle n'est pas récente, elle est déjà inscrite dès le début des années 80. Elle est même inscrite dans la création du SPE. Alors ça, c'était assez rigolo parce qu'en fait, on a cherché à savoir de quand date le service public de l'emploi. On a eu des réponses absolument hallucinantes, avec des dates absolument fantaisistes, et tout le monde avait un peu perdu la mémoire de quand datait le service public de l'emploi. On a fini par retrouver dans les archives de l'ex-DRPEFP d'Aquitaine la circulaire du service public de l'emploi qui date de 1984. Et dès 1984, il est indiqué dans les missions du service public de l'emploi la nécessité de faire travailler ensemble sur les territoires les acteurs économiques et les acteurs politiques. 84, c'est aussi l'année où on va créer un comité de liaison des comités de bassin d'emploi, parce qu'on a eu une expérimentation locale des comités de bassin d'emploi qui a été extrêmement intéressante pour le ministère du Travail, qui a décidé de généraliser et de créer un comité un comité de liaison des comités de bassin d'emploi. Donc on voit que dès le début des années 80, il y a déjà pas mal de choses qui se passent au niveau des politiques locales de l'emploi. Et puis surtout, le début des années 80, c'est aussi la création des missions locales et des PAIO. C'est quand même un moment extrêmement important. Aujourd'hui, ce sont des acteurs qui sont clés dans le paysage de la relation formation, emploi, orientation. Dans les années 80, c'était un peu moins ça. Et je me souviens d'avoir interviewé le délégué à l'emploi de l'époque, Gabriel Mignot, qui nous disait moi, mon problème, c'est les reconversions industrielles. Moi, mon problème, c'était les bassins houillers, c'était la sidérurgie, c'était... les missions locales, on les a créées parce que ça embêtait pour l'emploi. On va dire un peu rapidement, et que voilà, c'était un peu dans l'ambiance de l'époque.
Et c'est aussi au début des années 80 qu'on va créer au sein du ministère du Travail un service de promotion de l'emploi. Et ce service ou cette délégation au sein cette mission au sein du ministère, elle est extrêmement importante parce que c'est elle qui va soutenir toutes les initiatives locales en matière d'emploi. Et on voit se dessiner dès le début des années 80 et pendant toute la période des années 80-90, 3 segments principaux dans la politique de l'emploi: les reconversions industrielles, la promotion de l'emploi qui va s'intéresser au territoire, avec des acteurs qui parcourent les territoires avec un chéquier en poche, et puis dès qu'il y a une expérimentation qui paraît intéressante, on va la financer pour voir, ça fait un peu incubateur, et puis après éventuellement on va la généraliser. Et puis surtout, il y a un 3e segment qui lui va devenir massif, qui est celui de l'intervention sur le marché du travail, avec notamment les exonérations de charges, les contrats aidés, etc. Donc tous les instruments d'action directe sur le marché du travail. Cette mission promotion de l'emploi, dans la première moitié des années 80, elle va lancer les conventions de promotion de l'emploi, les CPE. Elle va lancer aussi les emplois d'initiative locale, qui vont être la première génération des futurs contrats aidés du secteur non marchand, du type TUC, contrat emploi solidarité, emploi jeune, enfin, toute cette génération qu'on a pu connaître. Et c'est la première, ce segment de la politique de l'emploi, la promotion de l'emploi, c'est le premier segment qui va être déconcentré et globalisé à partir du milieu des années 80. Il va y avoir des expérimentations de globalisation, c'est-à-dire donner aux acteurs locaux du ministère du Travail, aux acteurs du service public de l'emploi, la capacité d'adapter les instruments à leur territoire. Et ça, c'est véritablement une révolution dans la politique de l'emploi qui date de la fin des années 80, qui va être extrêmement limitée parce qu'il y a un gendarme qui veille strictement à ne pas donner trop de pouvoir aux acteurs territoriaux, c'est Bercy, qui va jouer un rôle contre-territorial pendant toute la période qu'on a étudiée. C'est une espèce de méfiance de Bercy par rapport aux acteurs locaux. Donc tout ça, voilà, il y a plein d'initiatives qui se mettent en place au début des années 80. Il y a une première forme de globalisation des crédits et donc de donner de la responsabilité aux acteurs locaux. Tout ça va être réduit à néant, on va dire, très rapidement au début des années 90 parce que le chômage repart fortement à la hausse, parce que l'économie est en difficulté. Et donc, on va avoir une période de rétractation de la dimension territoriale de la politique de l'emploi dans les années, première moitié des années 90, où, au fond, on va même interpréter la décentralisation de la formation professionnelle aux régions, à cette époque-là, via la loi quinquennale, comme une forme de recul de la territorialisation de la politique de l'emploi, puisqu'on avait créé ce dispositif qui s'appelait le crédit formation individualisé, le CFI, qui avait été construit à partir d'une expérimentation locale à Istres, et qui va être globalisé aussi, généralisé à l'ensemble du territoire français. Et à peine il commence à fonctionner, avec des coordonnateurs de zone, avec une dynamique qui va devenir après, et je vous en parlerai dans un instant, celle qu'on va retrouver aujourd'hui dans les CLEFOP par exemple, tout ça va être décentralisé aux régions et on l'interprète comme un coup d'arrêt à la territorialisation. Et c'est aussi l'époque, la première moitié des années 90, où on va fusionner 2 administrations qui ne se ressemblent pas, l'administration de l'emploi et l'administration de la formation professionnelle. Ou je devrais dire l'administration du travail et l'administration de la formation professionnelle, avec la création des DTEFP, des DRTEFP, et puis le dernier étage, la DGEFP, qui va être créée donc 93, 95, 97. Et là, on a effectivement l'administration de l'emploi qui se met en ordre de marche et où on a un peu le sentiment quand même que l'administration de la formation professionnelle, qui était une administration de mission, placée directement auprès du préfet, très orientée projet, action territoriale, etc., va être mise sous le boisseau de l'administration du travail au sein des RTEFP notamment et des DTEFP. Mais dans la deuxième moitié des années 90, parce que la situation économique s'améliore, parce que le chômage baisse, on va revenir à une forme de territorialisation de la politique de l'emploi avec un mouvement de déconcentration des crédits, de globalisation beaucoup plus important. On va avoir à ce moment-là la déconcentration de 7 mesures clés de la politique de l'emploi, d'abord de manière expérimentale dans 6 régions,
Et on voit bien aussi le rôle de l'expérimentation limitée sur un territoire qu'après on généralise, qui devient aujourd'hui une façon de faire de la politique publique de plus en plus répandue. Et on va avoir la mise en place des équipes locales du SPE qui vont commencer à travailler sur la base de plans d'action locaux et de diagnostics locaux. Donc on a une mécanique qui se met en place, diagnostic, plan d'action, qui est devenue pérenne, qu'on retrouve y compris dans le SREFOP Pays-de-Loire. Cette idée de fonctionner de cette manière-là, elle date de cette époque-là, elle date de l'époque où on a dû, au fond, occuper les coordonnateurs de zone ex-CFI, qui étaient devenus les coordonnateurs emploi formation. À vos souhaits. On va avoir, au début des années 2000, une nouvelle vague de décentralisation en 2003, 2004, notamment dans le champ de l'apprentissage et de la formation. D'ailleurs, je peux peut-être voilà. Et on va avoir en 2005 la loi de cohésion sociale qui va, elle, encore une fois, modifier le service public de l'emploi, qui va le redessiner et qui va surtout introduire un nouveau dispositif de type guichet unique qui sont les maisons de l'emploi. Où là encore, on parle d'une expérimentation locale qu'on va généraliser sur l'ensemble du territoire. Et qui vont connaître un sort d'ailleurs assez similaire à celui des comités de bassin d'emploi. Ça part, ça monte en flèche, on généralise, et puis ça s'essouffle, et au bout d'un moment, ça n'est plus porté politiquement, et ça finit par, dans un très grand nombre de cas, disparaître. 3 ans après, la crise de 2008, elle va remettre un peu les compteurs à zéro, et on va avoir de nouveau une forme de recentralisation de la politique de l'emploi, qui va renforcer la position de coordination du service public de l'emploi, mais pour autant, on va avoir un nouvel opérateur pour l'emploi qui émerge, et qui va prendre, là aussi, la mission d'action sur les territoires de manière très sérieuse, avec notamment ce rapport d'une ancienne déléguée à l'emploi, Rosemarie Van Lerberg, pour une dynamique territoriale de l'emploi qui permet ou qui propose en tout cas d'adapter un processus industriel de traitement du chômage à des problématiques locales. Et puis il faut rappeler aussi qu'à cette époque-là, les régions sont très fortement investies et notamment vont aller de plus en plus fortement sur le champ de la formation professionnelle, qu'elles ont déjà pour une large part depuis 2003, 93 antérieurement, et puis surtout sur l'orientation qui devient un enjeu et une revendication très forte des régions. Avec un peu en filigrane la question de la lutte contre le décrochage scolaire qui va aussi devenir un élément. Le dernier élément que je voudrais mettre en évidence, je n'ai pas surveillé la montre, mais vous le faites pour moi. Merci. C'est cette question de l'expérimentation locale. Vous avez bien compris, depuis tout à l'heure, j'évoque des dispositifs qui sont des expérimentations locales qu'on généralise. Clairement, les territoires sont des espaces d'innovation. Et ça, les responsables politiques, qu'ils soient nationaux ou régionaux, l'ont bien compris. Les acteurs locaux de l'emploi, au sens large, j'inclus dedans les organismes de formation, d'insertion, les différents acteurs publics, sont porteurs de dispositifs novateurs et de solutions originales. Donc, il y a eu cette mission de promotion de l'emploi au sein du ministère qui avait vocation à les soutenir et à les développer. On a de nombreux dispositifs dans la politique de l'emploi qui proviennent d'initiatives locales selon ce mécanisme ascendant. Je les ai déjà évoqués tout à l'heure, mais c'est le comité de bassin d'emploi, les CFI, les emplois jeunes, les maisons de l'emploi, pour ne citer les plus célèbres. Et au fond, on a en 2009 le fonds d'expérimentation pour la jeunesse, sous l'égide de Martin Hirsch, qui va réintroduire là aussi de la subvention et de la capacité pour les acteurs locaux à se faire financer des projets innovateurs. Chose qu'on retrouve aujourd'hui dans la mécanique du plan d'investissement sur les compétences, 10 ans plus tard. Avec un certain nombre de points névralgiques autour de l'expérimentation locale. Le premier, c'est comment on les évalue. Très souvent, on va avoir des évaluations qui sont faites, alors même que, ou des généralisations qui vont être lancées, alors même que l'évaluation n'est pas terminée. L'évaluation, elle a un temps nécessaire. Elle a une mécanique, elle a une robustesse à construire, qui n'est pas le temps politique.
Et donc le problème de l'expérimentation locale et le problème de l'évaluation de l'expérimentation locale, c'est de laisser le temps nécessaire à tirer les enseignements des expérimentations. C'est important parce que derrière cette question-là, il y a aussi des combats méthodologiques et disciplinaires. Et on les a vus émerger à l'occasion du fonds d'expérimentation pour la jeunesse. C'est-à-dire que jusque-là, on avait des évaluations qui étaient essentiellement des évaluations qualitatives, compréhensives, contre lesquelles vont émerger, et plutôt portées par les sciences sociales. Et on va voir émerger des évaluations contrefactuelles, purement statistiques, portées par l'économétrie, et avec des vrais combats. Alors il y a des combats académiques derrière. Clairement, il y a des places à prendre à l'université, il y a des fonds de recherche, et il y a même des prix Nobel d'économie, puisque un des principaux tenants de cette démarche d'évaluation dite aléatoire contrôlée, où on va créer une population cible et une population témoin, un groupe test et un groupe témoin, et on va comparer les deux, selon des méthodes qui sont apportées de l'épidémiologie. Eh bien, le chercheur qui a porté fortement cette démarche-là, Esther Duflo, a eu le prix Nobel d'économie cette année. Donc il y a véritablement des enjeux scientifiques et au-delà extrêmement forts, mais il faut aussi s'interroger quand on est sur les territoires, quand on est porteur d'un dispositif, sur comment il va être évalué. Et qu'est-ce que cette évaluation va nous apprendre de la réalité de ce qui se passe sur le territoire. Et cette histoire de faire des groupes tests, des groupes témoins, vous comprenez que c'est à la fois extrêmement compliqué de dire, par exemple, en mission locale, il y a des jeunes à qui vous allez appliquer un dispositif, et puis des jeunes à qui vous n'allez pas l'appliquer parce qu'ils vont être dans le groupe témoin. Extrêmement à gérer en termes extrêmement difficile à gérer en termes de professionnalité et presque d'éthique professionnelle. L'idée de mettre en comparaison des territoires aussi est extrêmement complexe parce que les territoires ne se ressemblent pas. Donc ce qu'il y a en filigrane derrière tout ça, c'est la question du gouvernement par la preuve et la question de la robustesse de la preuve sur laquelle on s'appuie pour gouverner. Et là, je pense qu'il y a une véritable responsabilité des acteurs publics par rapport à... Et puis, dernier élément sur ces logiques d'expérimentation et de financement descendant de l'expérimentation par des dispositifs du type fonds d'expérimentation par la jeunesse ou aujourd'hui pour l'investissement sur les compétences, c'est que ça crée quand même une dynamique de stop and go. C'est-à-dire qu'il y a des financements qui vont être lancés pendant 3 ans, par exemple sur le fonds d'expérimentation pour la jeunesse, puis au bout de 3 ans, qu'est-ce qu'on fait? Qui prend le relais? Donc des équipes qui se mobilisent fortement, qui construisent de l'innovation et dont la pérennisation ne se fait pas ou se fait très difficilement, et du coup ça crée quand même une démobilisation assez délétère et une espèce de fatalisme des acteurs du terrain. Dernier élément avant d'en venir à la deuxième question, c'est ce que je viens de vous dire est essentiellement vrai pour la politique de l'emploi. Il me semble que pour ce qui concerne la politique de formation et d'orientation, c'est moins la sensibilité au cycle économique qui prédomine que la sensibilité au cycle politique. Et je vais juste en donner 2 exemples. On voit bien, par exemple, dans le champ de la décentralisation, et notamment de la décentralisation de la formation professionnelle, que dès l'instant qu'on va lancer un processus de décentralisation, de régionalisation, et que, par un gouvernement, quelle que soit sa couleur, et que les élections régionales qui suivent derrière vont amener des majorités de couleurs différentes dans les régions, il n'y a rien de tel pour bloquer, pour geler un processus de décentralisation. C'est-à-dire qu'on crée effectivement un dispositif, on crée une loi. Ça a été vrai en 82 avec les élections de 86 derrière, régionales. Ça a été vrai avec l'acte 2 en 2003. Ça a été vrai avec le redécoupage des régions en 2015. On voit bien qu'à chaque fois, le cycle politique, au fond, vient d'une certaine manière contrarier la décentralisation. Et puis, autre exemple, là aussi, de cycle politique qui vient impacter la question de l'orientation, les émeutes de novembre 2005. En novembre 2005, rappelez-vous, il y a deux gamins qui meurent à Clichy électrisés. Et puis, voilà, une inflammation des banlieues, des émeutes, etc. Et l'interprétation qui va être faite de ces émeutes, à la fois par des acteurs universitaires et par des acteurs politiques, c'est un espèce d'algorithme un peu rapide. Si les jeunes brûlent des voitures ou brûlent des écoles, c'est parce qu'ils n'ont pas de boulot. S'ils n'ont pas de boulot, c'est parce qu'ils ont été mal orientés.
Et donc on va faire porter au fond sur l'orientation la responsabilité, ou une part de la responsabilité des émeutes, ce qui va enclencher derrière un processus de réforme de l'orientation. Alors, on n'a pas le temps ce matin, il faudrait reprendre un peu toute l'histoire de l'orientation en France, qui est extrêmement complexe, notamment pour l'orientation scolaire. Mais on va rentrer dans un processus de réforme avec la création d'une DIO, qui vont aboutir, la création d'un SPO, qui vont aboutir aujourd'hui au SPRO qui se développe sur les territoires. Le point d'allumage de ce processus de réforme, c'est clairement les émeutes de novembre 2005 et l'interprétation qui en est faite, bien plus qu'un cycle économique. Voilà, en gros, pour une mise en perspective un peu rapide, hein, j'en conviens de la prise en compte des territoires dans la politique de l'emploi, mais si vous voulez, on pourra en rediscuter un peu plus loin. Je vais rester sur cette dimension accueil, information, orientation pour aborder la deuxième question, qui était, voilà, est-ce que vous connaissez des expériences de coopération territoriale réussies? Oui, et elles sont nombreuses. Et elles sont fréquentes, mais le problème, c'est la capacité à les reproduire. La vraie question qu'il y a derrière, c'est pas tant de trouver des partenariats vertueux, mais c'est comment on peut les reproduire, et ça, c'est une véritable énigme pour les sciences sociales. La réponse de mes collègues politistes, par exemple, c'est de parler des génies invisibles du local, ou de parler d'alchimie territoriale. On ne sait pas bien ce qui fait qu'à certains territoires, sur certains territoires, la mayonnaise va prendre. Peut-être parce que le directeur de l'agence pour l'emploi, il va de temps en temps rencontrer son collègue de la mission locale, ils vont aller boire un peu ensemble, et puis voilà, ça va partir comme ça. Ou bien parce qu'il y a des opérateurs qui se connaissent, qui se fréquentent, qui ont l'habitude de travailler ensemble. On n'a pas vraiment de capacité à modéliser ça. Ce qu'on sait, c'est que l'histoire de la politique de l'emploi, elle est jalonnée de coopérations territoriales qui ont bien fonctionné, et puis dès qu'on essaie de les reproduire, eh ben, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'au fond, l'interprétation que j'en fais, c'est que la généralisation ou la pérennisation des expérimentations locales, elle se fait toujours de manière descendante. Elle se fait toujours par un centre qui décide que « Ah, c'est super ce qui se fait dans les Mauges, bah, du coup on va l'étendre à toute la France ». Et ce processus descendant, qui est au fond une nouvelle variante du centralisme à la française, il est vrai au niveau national, mais il est tout aussi vrai au niveau régional. Et donc il y a à s'interroger aussi sur comment faire qu'une expérimentation qui marche puisse essaimer sans passer par ces tuyaux descendants. Et là, il y a un vrai enjeu, et je crois qu'à ma connaissance, on n'a pas encore trouvé vraiment la réponse à ça. Mais clairement, le trait commun à toutes les expériences qui marchent, c'est effectivement la coordination d'accueil. C'est effectivement quand il y a une alchimie, quand il y a une question, comment je pourrais dire, quand la mayonnaise prend entre des acteurs sur les territoires. Et on passe beaucoup de temps à faire en sorte que la mayonnaise prenne. Hein. C'est-à-dire on passe beaucoup de temps dans la gouvernance, dans la réflexion sur les structures de gouvernance, dans la mise, mettre les gens autour de la même table, trouver des langages communs, etc. On a un peu des fois l'impression que la procédure prend le pas sur le sens de l'action. Mais en tout cas, clairement, on fait beaucoup d'efforts dans cette direction-là. Concrètement, il faut bien réaliser que s'il y a des choses qui fonctionnent, c'est parce qu'elles fonctionnent en réseau. Et que donc il y a des interactions entre les membres de ce réseau. Et cette interaction, ces réseaux, ils se forment autour d'interactions quotidiennes. Et d'interactions quotidiennes où les acteurs de terrain, je parle des opérateurs des politiques, je parle des gens qui sont en relation avec les bénéficiaires directs, c'est depuis ces interactions entre opérateurs que se construisent les réseaux qui vont porter ces expérimentations locales quand elles fonctionnent. Alors on a essayé de les cartographier. Et je vais vous donner un exemple qui n'est pas un exemple ligérien, qui est un exemple picard, au temps où la Picardie était encore une région, donc juste avant la fusion. On a évalué le service public régional d'orientation en Picardie et on a fait ce travail de cartographie du réseau. On a demandé aux acteurs de terrain, mission locale, CIO, maison de l'emploi, Pôle emploi, voilà, avec qui vous travaillez et sur quel type de travaux. Est-ce que vous êtes sur des logiques de projet, est-ce que vous êtes sur de la mise en œuvre de dispositifs, etc. Et du coup, on a reconstruit ces liens à partir des interactions que déclarent les opérateurs. Et ça donne ça.
Et ça, c'est 3 bassins d'emploi en région Picardie. Donc c'est un joli tableau pour la fête des mères, comme on en a tous connu. Et ça vous dit 2 choses. C'est que d'une part, ces relations sont extrêmement denses. Et deuxième chose, si on décompose, maintenant ce tableau à clous sur nos 3 territoires, qui sont Amiens, le Creillois, c'est dans la région autour de Creil, et la Thiérache, qui est une zone rurale enclavée dans l'Aisne, ça donne ça. Et vous voyez tout de suite que sur chaque territoire, la configuration est différente. Sur chaque territoire, elle a une logique. Tantôt, elle va être portée par le CIO, tantôt, elle va être portée par la Maison de l'Emploi. Tantôt, les interactions, elles vont être extrêmement fortes entre mission locale et CIO. Tantôt, elles vont être plutôt inexistantes, elles vont être plutôt fortes entre Maison de l'Emploi ou Pôle Emploi, Agence Pôle Emploi et mission locale. C'est extrêmement variable d'un territoire à l'autre. Alors, moi, la leçon que j'en tire personnellement, c'est qu'il faut faire confiance aux acteurs des territoires. C'est qu'il faut les laisser s'organiser et que le rôle des acteurs centraux, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient régionaux, c'est de donner les moyens et d'accompagner de manière pérenne ces alchimies territoriales, qu'on a encore du mal à expliquer, mais dans tout cas qu'on peut objectiver, y compris sous des formes graphiques comme ça, où on voit bien qu'elles ont des configurations tout à fait différentes. Alors cette question de la coordination locale, elle m'amène, ou elle nous amène, à prendre en compte, me semble-t-il, 3 éléments. C'est comment on peut rendre compte de ces formes d'organisation en réseau. C'est quel rôle joue l'interconnaissance des dispositifs que peuvent avoir les acteurs de chacune des structures, et c'est quelle forme de maillage territorial. Alors, je vais reprendre rapidement ces 3 éléments. Donc là, je vous fais une petite séquence théorique, je suis désolé, mais les chercheurs ne savent pas faire autrement que de passer par la théorie, par moment. Et je vais le faire en référence aux travaux de 2 politistes anglais, qui sont David Marsh et Rhodes, impossible à prononcer, qui disent en fait qu'il y a 2 configurations possibles. Il y a soit des réseaux d'enjeux, donc des réseaux qui vont se construire autour d'une question, autour d'un enjeu, qui peut être par exemple le décrochage scolaire, par exemple l'apprentissage. Donc là, on va avoir un réseau d'enjeux qui se caractérise par les traits qui sont indiqués. Le nombre de participants y est élevé, les acteurs sont de type varié, ils sont souvent non hiérarchisés, de faible cohésion, les rapports peuvent être conflictuels, la continuité et l'institutionnalisation de ces réseaux sont limitées, etc., etc. Vous voyez bien que ce sont des réseaux assez peu denses. C'est des réseaux qui se construisent sur des opportunités ou sur une question qui va mettre les acteurs autour de la table, mais qui n'a pas une consistance en termes d'intégration extrêmement forte. À l'opposé, la communauté de politique publique, là on a des acteurs qui se connaissent, qui ont l'habitude de travailler ensemble, qui connaissent les ressources des uns et des autres, qui sont capables de construire des stratégies en commun. Et si je vous en parle, c'est parce que dans le champ de emploi, formation, orientation, on a travaillé un peu sur ces réseaux, et notamment on a fait un gros boulot d'enquête assez récemment, puisque le rapport a été déposé l'année dernière, sur la lutte contre le décrochage scolaire dans 3 régions. L'Aquitaine, avant qu'elle soit nouvelle, l'ancienne, les Pays de Loire et l'Île-de-France. Et donc on a travaillé sur ces 3 régions et on a pu démontrer qu'au fond, les directeurs de structures fonctionnent comme une communauté de politique publique, notamment à travers les PSAD. Ils se connaissent bien, ils ont l'habitude de travailler ensemble, ils connaissent leurs ressources, etc. Par contre, les opérateurs de terrain, ce que les Nord-Américains appellent les bureaucrates du niveau de la rue, c'est-à-dire ceux qui sont en interaction directe avec les bénéficiaires, eh bien, eux, ils seraient plutôt sous une forme de réseau d'action publique, de réseau d'enjeux. Ils se connaissent moins, ils n'ont pas l'habitude de se fréquenter, ils n'ont pas une très forte connaissance de l'offre. Ça, c'est incroyable. Dans les études qu'on a fait, on a pu démontrer, par exemple, que sur les territoires qu'on a enquêtés, la moitié des conseillers de mission locale ne connaissaient pas les dispositifs portés par la MLDS. Ce qui pose un vrai problème quand il faut rediriger des décrocheurs vers une solution plutôt qu'une autre. Donc cette question de l'interconnaissance de l'offre,
elle est pour moi extrêmement importante. Et là, il y a un vrai chantier, me semble-t-il, à développer. Et la troisième dimension, c'est la question du zonage. Question que vous avez, je crois, en partie résolue, ou chose sur laquelle vous avez beaucoup travaillé. Là, c'était, quand on a travaillé, pareil, on a travaillé en Picardie, toujours, sur le zonage territorial. Et sur le maillage du territoire. Et on a fait 3 constats. C'est que, d'abord, les zonages ne sont pas cohérents entre les différents acteurs. Vous avez là 3 opérateurs différents, chacun a son propre zonage. On a pu le voir aussi dans l'enquête sur le décrochage scolaire, avec, par exemple, des missions de lutte contre le décrochage scolaire qui étaient sur le territoire de 2 missions locales. Donc ça pose là aussi des vrais problèmes de coordination. Donc premier élément, les zonages territoriaux ne sont pas cohérents. Deuxième élément, ils ne couvrent pas tout le territoire régional. Pourtant, la logique, c'est celle d'essayer de couvrir de manière égalitaire tout le territoire. Mais on voit bien qu'il y a des trous dans la raquette. On voit bien que dans cette région, la Picardie, il y avait des endroits où, précisément, il n'y avait pas d'offre publique de remédiation au décrochage scolaire. Et puis surtout, on s'est amusé à superposer sur une même carte à la fois les zones où l'intensité du décrochage scolaire était la plus forte et où l'offre publique, on a essayé de mesurer l'offre publique, en se disant, au fond, est-ce qu'on essaye de mettre le paquet là où ça craint, pour le dire rapidement, est-ce qu'on met le paquet là où il y a le plus de problèmes, ou on essaye de couvrir, bon an, mal an, à force égale, tout le territoire. La logique est clairement celle d'une couverture égalitaire. Donc se pose la question de l'équité derrière. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à dégager des moyens supplémentaires, et ces moyens supplémentaires, il ne s'agit pas de déshabiller Paul pour habiller Pierre. Il s'agit de voir si on ne peut pas renforcer, donner plus de moyens d'action, adapter l'intensité de l'offre publique à l'intensité des problèmes sociaux. Et du coup, cette question de la prise en compte des territoires, elle m'emmène parce que ici, effectivement, il y a cette idée de territoire de solution que je trouve super, c'est vraiment intéressant, au moins comme formulation. Donc, on m'a demandé, la troisième question, la dernière, c'était quel regard vous portez sur la stratégie qui est mise en œuvre en région Pays de Loire. Alors celle-là, c'est clairement la plus difficile des questions que j'ai eu à traiter pour vous ce matin. D'abord parce que je suis incompétent en EFOP ligérien, parce que je ne connais pas suffisamment les politiques régionales pour être pertinent, donc je suis plutôt incompétent sur les politiques régionales ligériennes. En plus, si je dois faire un exercice d'analyse critique devant les gens qui sont à la fois les concepteurs et ceux qui sont chargés de la mise en œuvre, vous imaginez bien que c'est un peu compliqué. Et puis, je me dis, sans avoir eu le temps de regarder tous les badges qui sont dans la salle, peut-être aussi que les bénéficiaires de ces politiques, que ce soit les entreprises ou que ce soit les individus, ne sont pas forcément super présents dans la salle. Alors, je vais plutôt faire le candide. C'est le truc classique, quand on ne sait pas quoi dire, on fait le candide. Et faire 3 remarques. Clairement, à travers cette idée de territoire de solution, j'ai le sentiment qu'on a une approche maîtrisée de la question territoriale, ou en tout cas une volonté de territorialisation maîtrisée qui passe par ces territoires de solution, appuyés sur une mécanique dont vous avez vu que ce n'est pas une mécanique super nouvelle, qui est celle de faire des diagnostics et des plans d'action locaux. Mais c'est une dynamique qui marche, on ne pourrait pas s'en priver, au prétexte qu'elle est un peu ancienne. On est... Vous me direz si je me trompe, j'ai un peu le sentiment qu'on est dans quelque chose qui est un peu dans une filiation proche de ce qui se faisait en Rhône-Alpes, autour des ZTEF, des zones territoriales emploi-formation, et autour des contrats territoriaux emploi-formation. Là encore, en Rhône-Alpes, c'est clairement une démarche qui a fait ses preuves, où effectivement, ça a fonctionné de manière vraiment intéressante, mais qui semble extrêmement dépendante à la fois de son animation technique et surtout du portage politique. Et il y a là un facteur de fragilité qui est clair, puisqu'on a vu qu'en Rhône-Alpes, c'est une construction qui n'a pas résisté
on va dire, à une réorientation un peu agressive des politiques régionales. Et que cette dynamique territorialisée, extrêmement forte, elle a été balayée d'un trait de plume avec un changement d'exécutif régional. Donc ça veut dire quand même qu'il faut être extrêmement attentif à ça. On sent bien à travers les présentations qui nous ont été faites ce matin que le portage est là. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est un facteur de réussite clé. On sait que quand le portage a tendance à faiblir, l'animation technique peut prendre le relais. Et qu'on a vu souvent des situations où il pouvait y avoir des relations, moi je me rappelle en Aquitaine, des relations entre le président du conseil régional et le recteur ou le préfet qui étaient extrêmement fraîches, bien plus que ce matin, ce qu'on a pu voir ce matin dehors, carrément glaciaire, et que n'empêche, les choses fonctionnaient. Et les choses fonctionnaient parce qu'il y avait des techniciens qui se connaissaient, qui avaient l'habitude de travailler ensemble, notamment dans le Carré-Forêt, et qui faisaient vivre cette dynamique-là, un peu dans le dos, on va dire, comment je pourrais dire ça, des décideurs publics. Donc ça peut marcher, mais ça peut marcher qu'un temps. L'animation technique, elle tient, elle peut tenir, elle ne tient qu'un temps. Et clairement, quand l'animation technique n'est pas là, le portage politique ne suffit pas non plus. Je me rappelle d'une circulaire d'Édith Cresson de 1992, première ministre. J'ai jamais vu une circulaire aussi rapidement enterrée dans les services du ministère du Travail. C'était une circulaire qui imposait justement au SPE de travailler en interaction forte avec les acteurs économiques et politiques locaux. Circulaire qui a disparu de la circulation. Donc il y avait portage politique, il y avait une volonté politique forte qui contredisait les logiques organisationnelles, parce qu'il y en a aussi dans les administrations. Et donc l'animation technique, du coup, elle a un peu freiné le portage politique. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'il y a aussi, si on se garde dans l'idée qu'une politique publique, c'est à la fois des représentations, des façons de se représenter l'action publique, c'est des acteurs et c'est des instruments d'action publique, clairement, on a un schéma régional qui affirme une position, qui affirme une vision, qui affirme des objectifs, des priorités, très fortement tourné vers les besoins des entreprises, avec toute la question de l'appariement entre l'offre et la demande d'emploi et de compétences. Et donc il y a un volontarisme, au fond, qui place la question de l'adéquation formation-emploi au cœur de la démarche. Sachant qu'il y a quand même eu beaucoup de travaux scientifiques aussi qui ont discuté cette question de l'adéquation et de sa dimension un peu mécanique. Donc voilà, je voulais juste le rappeler au passage. Et puis, dernier élément que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans le plan, c'est cette question, il y a un des 5 piliers qui consiste à lever les freins périphériques. Je trouve que c'est une très belle image de lever les freins périphériques, c'est-à-dire qu'en fait, il faut s'intéresser aux conditions de vie des gens, concrètement. Et là, je retrouve le thème qui a été celui d'une étude européenne à laquelle j'ai participé, où il s'agissait de voir dans 6 pays européens, l'Allemagne, la Suède, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Pologne, la France, comment progressait une idée qui est celle de l'activation intégrée. C'est quoi ce truc-là? L'activation, ça consiste à réorienter les politiques publiques en faveur d'une mise au travail, d'une mise en emploi. Donc d'aller vers des dépenses actives et d'essayer de faire en sorte d'avoir des individus actifs sur le marché du travail. Quitte à jouer sur l'indemnisation, quitte à mettre des sanctions en place, quitte à faire du profilage, quitte à développer des outils qui amènent les gens à avoir un comportement plus actif sur le marché du travail. Et de se dire, au fond, pour faire ça, il faut polariser les politiques sociales autour de la question de l'emploi. Il faut faire de l'emploi la question cardinale. Emploi égale va emmener l'insertion, va emmener la résolution des problèmes de logement, des problèmes de santé, etc. etc. Donc, emploi d'abord. Comme je vous le signale, il y a tout un mouvement qui se développe aussi autour du housing first, c'est-à-dire le logement d'abord. En disant, on pourra faire tout ce qu'on voudra, tant que les gens n'auront pas un toit sur la tête, ça ne fonctionnera pas. Là, dans cette idée-là, qui est une idée très fortement portée par l'Union européenne et par l'OCDE, c'est de dire l'emploi d'abord. Mettons l'emploi au cœur des politiques sociales. Et donc, ça veut dire comment est-ce qu'on construit cette intersectorialité? Comment est-ce qu'on construit l'apport de la politique du logement, l'apport de la politique de santé, l'apport de la politique petite enfance, etc.
à la mise en emploi. Alors, dans ce travail qu'on a fait avec, donc on était un petit groupe de 6 experts européens, on a dit, ben voilà, un peu les leviers sur lesquels il faut travailler pour faire avancer cette idée d'activation intégrée. Il faut jouer sur la conditionnalité des aides sociales, il faut jouer sur l'individualisation plus forte, la territorialisation, mouiller le secteur privé avec le secteur privé public, pardon, sous des formes d'hybridation de l'action publique. Il faut davantage d'accompagnement, davantage de compensation, il faut une protection sociale plus généreuse. Ça, c'est clairement la logique de la flexi-sécurité, ou la flexi-sécurité qui parle là-dedans. Donc, lever les freins périphériques, c'est faire jouer tout ça en même temps. Et c'est donc avoir une conception de l'intersectorialité très large, où en fait, c'est ce que je vous disais au début, dans ce schéma-là, lever les freins périphériques, ça veut dire prendre en compte dans l'action publique les conditions de vie des personnes. C'est la mobilité, effectivement, et la mobilité est très clairement affichée comme un objectif à travailler, et ça se justifie d'autant sur des territoires, sur des grands territoires et sur des territoires où la ruralité a une dimension extrêmement importante. On a pu le mesurer dans toutes les enquêtes qu'on a fait, la question de la mobilité, elle est essentielle. Mais il ne s'agit pas juste de faire en sorte qu'il y ait des trains, il faut aussi s'assurer que les personnes peuvent prendre le train, et qu'elles peuvent être hébergées, et qu'elles peuvent accéder à la gare, etc., etc. Donc ça oblige à tricoter une action publique très fine, d'où l'intérêt effectivement d'avoir des territoires de solutions et d'avoir des mobilisations des acteurs sur les territoires qui permettent de répondre à une action publique qui soit à la fois plus large dans son champ et en même temps plus précise dans l'action qu'elle conduit auprès des bénéficiaires. Et je crois que je vais m'arrêter là-dessus. Merci beaucoup.